Point numéro 3. Alors, je vois que je va falloir que je carbure un petit peu parce qu'on est déjà à 46 minutes. Hein. Alors, point numéro 3, donc monitoring des consentements. Donc là, je n'ai pas fait quelque chose d'exhaustif, mais j'ai mis les points que je trouve qu'il y a de plus en plus de problèmes. Hein. Il y a beaucoup de problèmes en général sur ces points-là. Donc, par exemple, la signature du patient doit être antérieure aux premières opérations relatives à l'essai. Donc, par exemple, moi, j'ai déjà vu une fois sur un centre, il y a quelques années, donc, par exemple, un patient, il devait avoir un test VIH dans le cadre de l'étude. Le médecin, il voit le patient, il voit qu'il a les critères. Qu'est-ce qu'il fait? Il est allé lui faire un test de VIH alors que le patient n'avait même pas signé le consentement. Alors moi, j'arrive, je regarde le dossier, je fais, mais je ne comprends pas. Pourquoi il lui fait un test VIH? Pourquoi il lui a fait un test VIH? Il pensait qu'il avait le VIH, le patient, ou pourquoi il lui fait le test? Et en fait, il avait fait le test en prévision de lui faire signer le consentement. Ça, c'est pas possible. Là, on est dans une déviation. Le médecin doit faire les tests concernant l'étude qu'à partir du moment de l'étude. Donc, il fait signer le patient et ensuite, il fait faire les tests. Donc, ça, il faut faire attention à ce genre de petits détails, puisque là, il y avait pour moi, dans mon cas, il y avait une déviation. Alors, l'investigateur qui signe le consentement doit être un investigateur déjà qui est c'est un médecin. Alors, ça dépend des études, mais là, on va rester sur l'étude clinique parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais ça va être un médecin qui est déclaré au Conseil national de l'ordre des médecins. Alors, les médecins qui ne sont pas déclarés au Conseil de l'ordre des médecins, ce sont les médecins de l'armée. Eux, ils ne sont pas déclarés, ils n'ont pas de numéro de. Je crois qu'ils ont. Je crois, si c'est toujours le cas, ils n'ont pas de numéro CNOM. Non, ça ne s'appelle pas numéro CNOM, ça s'appelle RPPS. Ils n'ont pas de numéro RPPS. Mais sinon, les autres ont un numéro. Donc, de toute façon, vous pouvez vérifier hein, si votre médecin n'est pas sur le site du CNOM. Même d'ailleurs pour tout médecin, hein, même un médecin que vous allez voir, un médecin généraliste, vous pouvez vérifier s'il est bien inscrit, qu'il a bien le droit d'exercer. C'est un médecin qui doit avoir le droit d'exercer. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est un interne. Voilà, il faut que ce soit un médecin. Il doit être formé à l'étude. Donc, vous devez avoir un certificat de formation. Soit vous l'avez formé au moment de la mise en place, soit il a été formé après parce qu'il est arrivé après, mais vous devez avoir ça. Et il doit être sur le formulaire de délégation des tâches. Donc, ça, ce sont des choses que vous devez vérifier. Tout médecin qui signe un consentement pour un patient doit être dans ces critères. Et si c'est un investigateur principal, en général, il doit être déclaré au comité d'éthique. Voilà. Dans le cadre de certaines études qu'on appelle les études IND, donc c'est les études qui sont sur le marché américain, vous avez ce qu'on appelle une FDA 1572. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce document-là, mais c'est un formulaire qui est obligatoire pour les États-Unis. Donc, si vous avez sur une étude américaine, à ce moment-là, il faut qu'il y ait ce document-là et que le médecin soit sur ce document-là. Également, il faut que le nom de l'étude apparaisse dans le protocole. Hein. On ne signe pas un consentement pour quelque chose dont on ne sait même pas bien signer quoi. Voilà. Donc, il faut quand même que le nom de l'étude soit au moins cité au moins une fois. Et qu'il faut expliquer que dans le dossier médical, ça doit être expliqué que le patient participe à l'étude et la date de la signature, et puis également qu'une copie ou un exemplaire a été donné au patient, et les modalités de recueil, c'est-à-dire que, par exemple, le patient a eu l'occasion de poser toutes les questions qu'il voulait. Voilà. Ça, ce sont des prérequis qu'on retrouve au niveau des BPC françaises. Alors, je ne me souviens plus très bien sur les ICHR2, JCPR2, est-ce qu'il précise que les modalités, je pense que oui, il précise que les modalités doivent être décrites, mais c'est vrai que
il faut que ce soit marqué que vous avez donné, que le médecin a donné la copie du consentement au patient ou un exemplaire et comment ça s'est passé, comment les modalités du consentement. Donc, ça doit être inscrit dans le dossier médical. Donc, vous devez vérifier tout ça. Donc, dans votre checklist, il va falloir que, dans votre checklist de contrôle du dossier de votre patient, il faut que vous fassiez en sorte que vous n'oubliez pas ces points-là. Alors, je vais regarder s'il y a des petites questions. Est-ce qu'il faut rédiger un rapport? J'ai une question. Alors, alors, il y a une personne qui demande, Vanessa, est-ce que tu pourrais faire un webinaire pour les chefs de projet? Alors, il faudrait qu'on me dise sur quel thème. Sur quel thème, parce que peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas sur quel thème pourrait intéresser les chefs de projet, mais pourquoi pas. Ok. Ouais, merci. Alors, Émilie, je confirme, pas de RPPS, voilà, pour les médecins militaires. Merci, Émilie. Alors, Francis demande, est-ce qu'on doit monitorer tous les dossiers médicaux? Et si on n'arrive pas à tous les faire le jour de la visite de monitoring, qu'est-ce qu'on fait pour le monitorer les données des patients restants? Alors, Francis, déjà, est-ce que tu dois monitorer tous les dossiers médicaux? Ça dépend de ton guide de monitoring. C'est là que ce sera écrit. Il y a certaines études où on va te demander de monitorer que 10%, de faire que 10% d'SDV. Aujourd'hui, on est dans l'ère du risk-based monitoring. C'est-à-dire qu'on monitore sur la base du risque. Donc, ça se trouve dans ton guide, ils vont te dire de faire autrement. Donc, c'est le guide qui va te permettre de savoir. Et qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas tout monitorer? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, Francis, parce que très souvent, vous allez avoir 1 ou 2 jours, mais vous n'allez pas monitorer tout monitorer d'un coup. Donc, dans ce cas-là, il y a certains points que vous devez voir en priorité. Donc, qu'est-ce que vous devez voir en priorité? Les SAE, ça vraiment, gardez-les en tête pour à jamais, on va dire. En priorité, les SAE. Ensuite, le consentement. Après le consentement, qu'est-ce que je raconte? Peut-être regarder d'abord le consentement en premier. Hein. Le consentement d'abord. Ensuite, SAE. Après le SAE, vous regardez les critères d'inclusion. Et après les critères, vous pouvez passer à la SDV. SDV, qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre. Il y en a qui connaissent déjà, je pense qu'ils sont déjà. Donc, SDV, c'est Source Data Verification. C'est le contrôle des données du CRF versus dossier source. Donc, pourquoi d'abord le consentement? Parce que vous allez regarder tous les consentements. Vous êtes parti en monitoring. Première chose, vous regardez tous les consentements qui ont été des patients qui ont été inclus. D'accord? Ça, c'est votre priorité. Vous ne devez pas partir sans avoir vérifié ça. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est déjà le bien-être vous êtes là pour vérifier le bien-être et le bien-être et le respect des droits du patient. Donc, son premier droit, c'est de signer un consentement. Donc, d'être au courant de l'étude. Donc, vous assurez que ça, c'est fait en bonne et due forme. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il y a les SAE. Alors, vous allez me dire, ouh là là, mais comment je fais pour deviner? J'ai 10 dossiers 10 patients qui ont été inclus, mais je fais comment pour savoir qu'un patient a eu un SAE? Votre seul moyen, c'est de demander à votre médecin, à votre tech. Est-ce que quelqu'un est hospitalisé? Est-ce qu'il y a eu un problème? Donc, dès que vous arrivez, c'est l'une des premières choses que vous devez demander sur site. Ok, donc je pense que j'ai répondu à la question de Francis.
alors, il y a une question. Alors, on est un petit peu hors sujet, Nawal. Je vais quand même y répondre. Elle demande une question de taille pour moi. L'archivage dans le centre d'investigation est la responsabilité du PI ou de l'ARC Moniteur? Alors, a priori, c'est la responsabilité de l'investigateur. Mais c'est comme le classeur investigateur, c'est la responsabilité aussi de l'investigateur. Mais si vous ne le faites pas, je ne sais pas ce que vous allez retrouver dans 15 ans. Hein. Donc, je ne sais pas qu'on n'a pas confiance dans les centres, mais ils ont beaucoup de choses à faire. Donc, ils ont besoin de vous pour les aider. Vous les aider, même si ce n'est pas votre rôle de le faire, mais vous allez les aider. Donc, vous allez archiver, vous allez tout ranger bien proprement, leur demander la boîte, écrire sur la boîte, faire tout bien, même marquer. Moi, ça va. Moi, quand j'allais en visite de monitoring, ça allait même plus loin. Je notais la date à laquelle ça pouvait être détruit. Donc, ça peut aller même jusqu'à là. Il faut les aider un maximum pour être sûr que votre étude soit n'ait pas de soucis si jamais on a un besoin de rechercher quelque chose. Et puis, il faut ici savoir où est-ce qu'ils vont archiver la boîte. Hein. Ça, c'est important. Parce que les médecins qui partent à la retraite, après, ça peut être un problème. Alors, les médecins étrangers peuvent aussi ne pas avoir de numéro d'ordre. Alors, malheureusement, Chaza, s'ils n'ont pas de numéro d'ordre, ils ne peuvent pas signer des consentements. C'est pas possible en fait. Un médecin étranger qui ne fait pas signer de consentement. Il peut être tech sur l'étude, il peut aider sur certaines choses, mais revoir les données médicales, etc., c'est pas autorisé. Alors, l'ensemble des co-investigateurs doivent être déclarés au CPP ou le PHFI. En fait, alors ça c'est une question réglementaire. C'est aujourd'hui, de nos jours, c'est le PI qui est déclaré. Avant, il demandait tout le monde, mais maintenant c'est que le PI. Voilà. Alors, Ghislaine demande comment gérer les déviations. Alors, pour cette question, c'est une très bonne question, mais un webinaire a déjà été fait à ce sujet-là. Actuellement, il est en replay sur Pharma-Specific Training. Donc, Ghislaine, je te laisse aller le voir si tu as manqué ce webinaire. C'était notre tout premier webinaire qui était très, très intéressant avec comment résoudre les déviations, les CAPA, etc. Et il faut savoir aussi que Pharma-Specific Training a des kits où on a justement un kit qui parle qui donne les déviations et comment résoudre toutes les déviations possibles. Voilà, mais ça, on en parlera plus tard peut-être. Alors, ensuite, d'accord, je regarde les questions, excusez-moi, mais je regarde s'il y a des points importants. Ok. Ok. Bon, il y a pas mal de questions. Vous pourrez peut-être les poser peut-être à la fin.